Merci beaucoup et merci aussi pour cette invitation à revenir sur des lieux qui m'avaient énormément plu la première fois et qui me plaisent encore plus la deuxième fois. Donc, à la suite de Stéphanie, je vais vous parler d'arpenteuse d'Europe et précisément, je reprends l'expression de Stéphanie, d'une Europe de terrain, d'une exploration d'Europe, de terrain de l'Europe. Et j'avais choisi au départ, pour illustrer justement la diversité et la modernité des voyages découvertes faits par les femmes en ce début du XIXe siècle, j'avais pris deux cas. J'avais donc pensé d'abord à Madame de Staël et ensuite au cas que je vais vous présenter tout de suite. Mais étant donné qu'on m'a donné un temps très restreint et qu'on m'a beaucoup de fois rappelé que le temps était restreint, et que de plus, Stéphanie s'occupait de Madame de Staël brillamment, comme vous avez pu le constater. Je suis passée sur Madame de Staël et j'arrive directement à mes arpenteuses d'Europe, qui effectivement sont en partie contemporaines de Madame de Staël, mais vont un petit peu plus loin dans le siècle, jusqu'en 1830. Alors, arpenter l'Europe depuis l'Antiquité, c'est un privilège des hommes. À commencer par Ulysse et Énée. Le privilège s'est perpétué jusqu'au XVIIIe siècle inclus, où les jeunes hommes de nobles familles font le grand tour, les négociants vont de place en place, ou leurs fils d'ailleurs, les diplomates circulent de cour en cour et les savants vont d'une académie à l'autre. Peu de femmes visibles, on trouvera toujours des exceptions, mais comme on sait, les exceptions confirment la règle. Donc peu de femmes visibles dans cette circulation continentale, l'une des raisons, entre autres, étant que la structure de sociabilité des femmes, qui est le salon parisien XVIIIe siècle, implique plutôt que l'on vient aux femmes plutôt que l'inverse. Avec là aussi quelques exceptions, je pense en particulier au voyage effectué par Madame Geoffrin pour aller en Pologne en 1768 pour rendre visite à son protégé Stanislas Poniatowski, devenu roi de Pologne. Le moment 1800, puisque c'est de ce moment-là que l'on parle et dont tu parlais effectivement aussi à propos de Madame de Staël, le moment 1800, c'est un tournant qui ouvre sur le XIXe siècle et la modernité et qui est marqué aux deux extrêmes. D'un côté, par la fracture radicale que constitue évidemment la Révolution française, et de l'autre, par l'ouverture brutale sous l'Empire, à un espace élargi à la suite des guerres révolutionnaires et des conquêtes napoléoniennes. L'éclatement de la société française d'Ancien Régime, tout comme l'élargissement de l'espace à l'échelle d'un empire aux frontières de plus en plus floues, vous avez eu la carte à l'instant, favorise évidemment la mobilité des individus et favorise aussi la mise en place de réseaux internationaux à tous les niveaux, économiques, social, culturels, individuels, intellectuels, etc., aussi épistolaires. À quoi il convient d'ajouter une accélération des techniques avec l'amélioration très nette des réseaux routiers, des progrès des moyens de communication. Bref, la mobilité devient accessible à tout à chacun, effectivement, et évidemment, les femmes, celles qui ont eu 20 ans, et je souligne ce point, qui ont eu 20 ans autour de 1789, vous calculez, Madame de Staël est née en 1766, donc ça lui fait entre 20 et 30 ans. Et les femmes dont je vais vous parler sont un peu, l'une est de cette même génération. Ces femmes ont été évidemment, d'une manière ou d'une autre, impactées par les événements que je vous ai rappelés à l'instant et par le bouleversement de l'Europe de manière générale. Les unes sont arrachées à leur habitus quotidien. Elles doivent apprendre à survivre par leurs propres moyens. Et je vous cite ici l'exemple de Madame de Genlis,
qui est exilée à Berlin, où elle vit dans un tout petit logis en fabriquant des fleurs artificielles. Soit dans l'exil, c'est l'exemple de Madame de Staël, qui défie l'ordre des îles, le premier d'ailleurs, prononcé par le premier consul en entreprenant en 1803-1804 un premier voyage européen en Allemagne, qui aura d'ailleurs des conséquences à l'échelle évidemment européenne. D'autres femmes sont attentives aux voies, qui voient avec un X, j'ai parlé des réseaux routiers, mais là c'est les voies avec un X, qui des deux côtés du Rhin considèrent ou commencent à considérer les femmes comme des individus à part entière et prônent ce qu'ils appellent l'émancipation de l'autre moitié de l'humanité, c'est un terme de l'époque. Bon, je pense ici à Olympe de Gouges, mais je pense aussi à quelque chose que vous connaissez sans doute moins, qui est un petit opuscule qui a eu un très grand succès, qui est paru en 1793 à Berlin, de Theodor von Hippel, qui s'appelle, je ne vous donne pas le titre en allemand, mais le titre en français, de l'amélioration civique des femmes. Quelques-unes des femmes de cette génération n'hésitent pas alors à traduire en actes des libertés nouvelles qui leur sont accordées, en particulier par la mobilité, et qui va faire qu'elles vont voyager, qu'elles vont faire des voyages. Bon, le terme de voyage recouvre alors des réalités très différentes. Ces voyages, désormais, leur sont permis, je dirais, leur sont même nécessaires pour littéralement sauver leur tête, c'est le cas de Madame de Genlis, avant de devenir une forme d'émancipation qui d'ailleurs sera très vite réprimée. Donc la conjonction du moment 1800 et de femmes qui, ayant entre 20 et 30 ans en 1789, qui ont vécu en direct les événements révolutionnaires, forge une génération d'arpenteuses d'Europe, curieuse de saisir dans une perspective féminine un espace européen qui ne connaît plus de frontières et où va se créer, justement par ces échanges épistolières entre voyageuses des divers lieux, et où va se créer donc une solidarité entre femmes qui va être relayée par surtout les réseaux épistolaires qui vont opérer un véritable maillage de l'Europe. Alors, qu'apporte le voyage dans la perception par les femmes de l'Europe de leur temps ? Quel rôle joue-t-il dans la prise de conscience de formes d'émancipation récemment acquises ? Et dans quelle mesure génère-t-il, par le biais des correspondances, une réflexion lucide qui transparaît dans les échanges épistolaires sur l'évolution du statut des femmes dans l'Europe du début du XIXe siècle ? J'ai donc choisi, ayant exilé à ma manière Madame de Staël, j'ai donc choisi un autre exemple. J'ai retenu donc l'exemple de deux femmes dont vous avez les portraits ici, qui donc vont entretenir une correspondance importante pendant justement ces voyages. Alors la première, elles sont extrêmement différentes ces deux femmes. La première, elles sont toutes deux berlinoises, et la première, donc, ou plutôt, l'échange se fait entre deux berlinoises, dont la première est Pauline Wiesel, c'est celle qui est en bas, et qu'on retrouve dans cette correspondance, et Rahel Varnhagen, que vous avez en haut, qui, elle, est beaucoup plus connue. Ce sont deux femmes qui sont extrêmement... donc ça va devenir un véritable récit qui a sans doute moins de panache que celui de Madame de Staël, moins de retentissement, mais ce qui en fait un témoignage tout à fait particulier, tout à fait inimitable, c'est l'authenticité et la fraîcheur de cet échange épistolaire à propos des voyages,
et aussi les points qui reviennent en permanence dans cet échange épistolaire et qui concernent les lieux de sociabilité, l'intégration fragile dans un monde déjà très balsacien, Paris de l'époque, et la découverte d'un espace public dans lequel une femme seule s'aventure à ses risques et périls, vous allez un peu le voir. Donc ce récit de voyage par lettres interposées retient l'attention à divers titres, d'abord parce qu'il s'inscrit dans la durée, de 1808 à 1833, qu'il connaît donc de ce fait beaucoup de situations historiques et politiques qui remodèlent, tu l'as dit d'ailleurs, l'importance évidemment de la vie politique agitée de l'Europe à ce moment-là, mais qui aussi touchent et retouchent le statut des femmes, ce dont ces femmes vont évidemment s'apercevoir. Donc on trouvera difficilement deux femmes aussi différentes, aussi opposées que ces deux Berlinoises de naissance. La première, celle qui est en haut, Rahel Levin-Varnhagen, qui est quand même connue, née en 1767, est issue d'une famille juive aisée qui bénéficie du statut libéral accordé aux juifs berlinois par Frédéric II. Mais au tournant du siècle, en 1800, c'est une trentenaire non mariée, sous le coup donc redoutable du statut de vieille fille qui l'exclut de fait de toute activité politique. De son propre chef, elle ouvre en 1804 sa propre, ce qu'elle appelle la mansarde, c'est-à-dire une sorte d'anti-salon par excellence, où elle va attirer, sans considération de sexe ou de classe, tout ce qui compte, à Berlin bien sûr, mais dans toute l'Europe. Son salon est visité vraiment par l'ensemble du public cultivé européen. Quant à la seconde, celle que vous avez en bas, elle est née en 1779, donc un peu plus jeune. Elle est issue d'une famille bourgeoise de 14 enfants et elle fait par sa mère, et c'est, je pense, important, partie de l'autre minorité berlinoise, la communauté huguenote. Donc communauté juive, communauté huguenote, c'était les deux communautés minorités. Elle est mariée très jeune, elle divorce évidemment très vite, et elle multiplie les liaisons retentissantes, elle mène une véritable vie d'errance dans toute l'Europe. Rahel, elle, ne voyage pas, sinon on peut considérer qu'elle voyage par la plume. Elle est connue, c'est un cas très particulier. Rahel est considérée comme une écrivaine, mais en fait, elle n'a écrit que des lettres. Et c'est sa correspondance publiée par son mari en 1833 qui fait d'elle l'entrée, qui lui donne l'entrée dans la liste des femmes écrivains allemandes. Donc, elle ajoute un genre en quelque sorte à la littérature. Donc, elle voyage du fond de son cher sofa, c'est ce qu'elle dit toujours, en suivant donc et en commentant et surtout en mettant en miroir leurs expériences respectives, en particulier d'un lieu à l'autre. À l'inverse donc de Rahel, qui, vous le comprenez, n'a guère envie de quitter son cher Berlin, Pauline n'a de cesse de se déplacer d'un lieu à l'autre en Europe, de Suisse, de l'Italie où elle vit un tremblement de terre, de l'Allemagne du Sud, où elle fréquente les nouvelles villes thermales à la mode, puis à Londres, qu'elle atteint après une traversée absolument mémorable. Et elle écrit « Ma destinée est semblable à celle de l'oiseau sur la branche. » Mais c'est le chemin qui mène à Paris, qu'elle fait plus d'une dizaine de fois, qui génère les récits de voyage les plus attachants et les plus emblématiques aussi. Le voyage que Pauline effectue seule, par exemple, de Strasbourg à Paris, c'est à la fois un hymne au progrès technique de ce moment 1800, justement, un hymne à la vitesse, quelque chose de très nouveau, qui faisait très peur à Goethe, par exemple. Il a une phrase terrible sur la vitesse qui dévore le monde.
et aussi le bonheur d'une libre immersion dans la nature, chose qui n'était pas vécue, ce n'étaient pas des expériences vécues par les femmes jusque-là, puisque c'était l'expérience vécue et chantée par les poètes, mais pas par les femmes. Alors, je vous lis un tout petit extrait, j'espère que j'ai encore le temps, tout petit extrait, Paris, le 4 avril... Oula 4 avril 1819. Alors aujourd'hui, seulement, je peux vous raconter mon voyage. Je suis lasse et fatiguée. J'ai été me coucher, etc., dans une petite chambre bien propre sur le devant, à côté du rocher de Cancaillier. Ça devrait un peu vous évoquer un certain Balzac, le fameux rocher de Cancale, qui est dans les... Alors, vous ne pouvez pas avoir idée de la vitesse, comme les chevaux cavalent par monts et par vaux. Il ne faut pas être peureux, car le cabriolet est presque à même les chevaux, mais plus jamais je ne verrai un tel ciel, plus jamais de tel coucher de soleil, plus jamais de lever de lune. J'étais ravie et pas un seul instant je n'ai eu froid ni fermé un œil. Pauline passe la plus grande partie de sa vie en adulte à Paris, ce qui fait de sa correspondance un témoignage de première main sur la ville en pleine expansion et sur un monde totalement remodelé par l'Empire puis par la Restauration. Son intégration se fait par étapes, avec des hauts et des bas. Et finalement, le tableau de Paris des années 1810-1830, qui s'esquisse dans sa correspondance à Raël, n'est pas très éloigné justement du Paris balzacien des illusions perdues, qui finalement paraissent en 1837, et la vie que Pauline y mène pourrait servir de canevas à Splendeur et misère des courtisanes, livre qui paraît, lui, en 1838, donc à peu près dans la période. Et maintenant, sur moi. Je suis très contente de mon existence ici. J'ai habits, manger, boire, logis gratuit, libre entrée au théâtre et plusieurs amants et prétendantes. J'ai amant en titre, une bonne calèche, amour, amitié, restaurateur, théâtre, boulevard, palais royal et de bons gros Napoléons d'or sur ma cheminée. Et tout cela me plaît bien. Donc vraiment un univers balzacien. La manière dont Pauline Wiesel fait la découverte de la ville, qu'on appelle déjà à l'époque le centre du monde, est singulière, parce Pauline anticipe par un regard très attentif aux détails, aux pittoresques de l'instant, la démarche qu'adapteront à partir du milieu du siècle les daguerréotypes, les premiers photographes, et surtout quelqu'un comme Walter Benjamin dans ses fameuses descriptions des passages de Paris. C'est cette même démarche. Elle ne se soucie pas des monuments officiels, ni des traces laissées par les événements révolutionnaires. Elle est devenue, elle le dit elle-même, une véritable flâneuse de Paris. Et elle le décrit, à un moment elle dit « Hier tôt, je me suis promenée 2 heures toute seule. Temps splendide, j'ai flâné dans les belles divines Tuileries, puis le long des Champs-Élysées, jusqu'en haut, de retour épuisé, etc. Et tout cela seul, sans ennui et heureusement sans souci. » En fait, elle ne s'intéresse évidemment pas à la vie politique du moment, surtout en pays étranger, mais elle connaît bien, en particulier la presse parisienne, et elle tourne joyeusement le monde politique en dérision, quand elle écrit, par exemple, j'envoie à Varnhagen, donc elle envoie 2 journaux, un ultra et un libéral, je vois bien que l'un pleure et l'autre rit, mais je suis bien bête, car qui rit des deux? Enfin, c'est la même tirelire. Pour moi, les Tuileriens existeront toujours, donc les occupants, ça m'est égal, j'y entre librement et je les admire. Elle y va comme elle va voir le jardin des plantes où est arrivée la girafe, par exemple. La singularité donc de la correspondance entre Pauline et Raël tient au fait que l'Europe
que découvre Pauline par le voyage, Raël par la correspondance, est l'Europe des capitales. Or, c'est un phénomène de l'époque, un phénomène qui a pris un sens, le mot de capitale prend un sens très nouveau. Et Pauline, qui fait un voyage en 1820 à Londres, est très attentive aux contradictions de la ville, dont elle sent bien que c'est dû à l'industrialisation avancée du pays. Elle dit « Londres, une grande, immense ville où tout n'existe que dans l'extrême. Il n'y a pas de juste milieu à Londres, pauvre ou riche. » On trouve même une phrase qui est un peu étonnante pour celle qui vit comme l'oiseau sur la branche, « Parce qu'une entreprise veut en abaisser une autre, à force de mieux faire, le public en profite. » Resté dans son monde berlinois, Raël va introduire dans ses réponses une dimension comparative et une véritable étude socio-culturelle de l'Europe des capitales, parce qu'elle va comparer son Berlin avec, évidemment, les expériences vécues par Pauline. Et là aussi, il y a quelque chose de nouveau dans cette mise en perspective en miroir que l'on va retrouver dans la littérature de l'époque. Et je pense ici aux écrits de Heinrich Heine, qui de Paris écrit Die Französische Zustände, ou d'un autre moins connu, et qui sont eux aussi construits à partir d'articles de journaux ou de correspondances, comme le font Raël et Pauline. Mais le Paris-Berlin et retour, donc ce voyage épistolaire pratiqué par Raël, va bien au-delà des récits même de Pauline, puisque Raël... Il faut que tu conclues, je crois, parce que Frédéric... Pardon ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Tu conclues. C'est dommage. Bon, alors, donc, Raël fait une description extrêmement négative de Berlin, et c'est finalement Raël qui saisit au plus juste le rôle qu'ont joué dans la perception de l'Europe de ce moment ces premières arpenteuses d'Europe. Elles donnent à voir non pas les charmes des lieux ou la grandeur des métropoles, ce qui était en général le but, je conclus, des voyages essentiellement masculins jusque-là, mais elles montrent les réalités d'une difficile intégration des femmes dans un monde européen où comptent désormais l'argent, l'ordre bourgeois, l'autorité masculine revenue. Et si elles arrivent à ce degré de lucidité dans leur observation de la société, c'est parce qu'elles sont, comme le dit Raël, nées en marge de la société. Je vous rappelle, je vous cite une phrase de Raël, « Nous sommes à côté de la société humaine, et ainsi nous sommes exclus de la société. Vous, parce que vous l'offensez, toutes mes félicitations, ainsi vous avez eu quand même quelque chose, bien des jours de plaisir. Moi, parce que je ne veux ni pécher, ni mentir. » Raël englobe ces quelques représentants d'un temps révolu, mais d'une tenace fidélité aux valeurs d'antan de liberté et de vérité et de sororité, dans un même groupe qu'elle appelle d'ailleurs « die Wahrheitsliebenden », les éprises de vérité. Et rappelons-nous, pour finir, qu'à cette génération qui paiera très cher sa soif d'émancipation, l'écrivaine est-allemande Christa Wolf, auteur d'un essai sur la poétesse Caroline von Günderrode, écrit cette phrase qui souligne l'interaction entre un moment historique particulier et la singularité de ces quelques pionnières vagabondes, arpenteuses. La génération dont fait partie la Günderrode, comme toute génération de l'entre-deux, est obligée de produire de nouvelles trames de vie. Ces femmes qui parviennent à réfléchir leur propre situation, un privilège qui, comme tout privilège, a son prix, elles sont condamnées à être des Außenseiter, des marginales. Donc, on reprend le même mot que pour Raël.
Ouh, quelle course!